Tout le monde à l'hôpital s'est moqué de la pauvre femme enceinte, jusqu'à ce qu'une heure plus tard, son mari arrive accompagné de 4 gardes du corps. La pluie tombait fine sur les pavés gris de l'entrée du centre hospitalier universitaire de la Timone, à Marseille. Camille Morel, 28 ans, descendit du taxi avec lenteur, une main sur le ventre arrondi de 8 mois de grossesse, l'autre serrant la poignée d'une valise élimée au coin, comme un fragment de sa vie passée. Elle portait un pantalon en coton bleu marine, trop large pour sa silhouette frêle, et un manteau d'hiver à peine boutonné, usé au poignet. La fatigue se lisait sur son visage, autant que l'inconfort des contractions irrégulières qui, depuis l'aube, lui tiraillaient le bas-ventre. Dès qu'elle franchit les portes automatiques du service des urgences obstétricales, l'accueil fut glacial. 2 infirmières, assises derrière un comptoir, interrompirent leur conversation à voix basse pour la scruter brièvement, sans cacher un sourire narquois. L'une d'elles, blonde aux cheveux tirés en queue de cheval, lui lança « C'est pourquoi, madame ?» Camille répondit d'une voix douce, presque gênée. « Je crois que le travail a commencé. J'ai des contractions depuis ce matin. » La secrétaire d'admission leva les yeux vers l'horloge murale. Il était 8h15 du matin. Elle soupira avant de tendre un formulaire sans même se lever. « Remplissez ça, vous avez votre carte vitale. » Camille s'assit sur une chaise en plastique orange, tachée et branlante, dans un coin de la salle d'attente. Une quinzaine de personnes attendaient déjà, certaines visiblement pour d'autres services. Un couple avec un bébé en poussette, une femme âgée toussant dans son écharpe, un adolescent avec le bras en écharpe. Pourtant, les regards convergeaient vers elle, isolée, le ventre tendu sous les couches de tissu. Derrière le comptoir, les murmures reprirent. Encore une, qui débarque sans papier ni suivi, lança une voix étouffée. Elle est toute seule, pas de famille, pas de père pour le bébé, renchérit une autre. Les 2 infirmières rirent discrètement, sans regarder Camille, qui tentait de se faire plus petite sur sa chaise, respirant lentement pour calmer la douleur. Une jeune médecin en blouse blanche impeccable et stéthoscope autour du cou s'approcha après avoir vu la scène de loin. Elle s'appelait Claire Garnier, résidente en obstétrique depuis moins d'1 an. Son regard était franc, presque inquiet. Elle s'accroupit doucement devant Camille. « Bonjour, je suis le docteur Garnier. Vous pouvez me dire depuis quand vous avez des contractions ?» Camille la remercia du regard, soulagée d'entendre enfin une voix douce. « Depuis 5 heures ce matin. Elles sont irrégulières, mais plus fortes depuis 1 heure. » Claire hocha la tête et jeta un coup d'œil au formulaire à moitié rempli. « Vous êtes venu seul ?» Camille acquiesça. « Oui, mon mari va arriver, il travaille. » La réponse déclencha un nouveau éclat de rire étouffé derrière le comptoir. Claire lança un regard réprobateur aux infirmières, puis se tourna vers Camille. « Je vais voir pour vous faire examiner rapidement. Tenez bon, d'accord ?» Mais Claire savait que les urgences, ce matin-là, étaient débordées. 2 accouchements déjà en cours, une césarienne programmée en retard, et une panne dans l'ascenseur du bloc opératoire. Malgré ses efforts, elle savait que Camille devrait attendre. Elle se releva, laissant la jeune femme à son inconfort et à l'indifférence ambiante. Derrière elle, les commentaires reprirent. « Une infirmière ?» demanda en ricanant. « Tu paries qu'elle accouche ici même, sur cette chaise ?» Une autre rétorqua. « J'espère qu'elle a au moins prévu un change. » Camille tenta d'ignorer les pics, de se concentrer sur sa respiration, comme on le lui avait appris lors des séances de préparation à l'accouchement. Mais rien ne l'avait préparée à cette solitude. Elle posa la main sur son ventre et chuchota « Ne t'inquiète pas, mon amour, il va venir. » Un couple entra dans la salle d'attente et la contourna sans un regard. Une femme d'un certain âge, assise non loin, la fixa longuement avant de lâcher suffisamment fort pour que tout le monde entende « Les jeunes d'aujourd'hui font des enfants sans réfléchir. Une honte. » Le rouge monta aux joues de Camille. Les contractions reprirent, plus vives. Elle serra les dents, se courba légèrement. Personne ne bougea. La salle entière semblait avoir figé son regard sur elle, comme un phénomène étrange qu'on observe sans empathie. Elle ferma les yeux. La douleur n'était pas la pire. Partie de cette épreuve, c'était le mépris. Et pourtant, dans cette atmosphère pesante, quelque chose se préparait. Un événement qui, dans moins d'1 heure, transformerait chaque regard hautain en stupéfaction muette. Mais pour l'instant, Camille n'était qu'une femme enceinte parmi tant d'autres, invisible, seule, ignorée.
la minuterie fixée, au mur de la salle d'attente, égrenait les secondes avec une régularité agaçante. Camille, assise depuis plus de 20 minutes, n'avait toujours pas été appelée. Elle avait tenté de se lever pour marcher un peu, soulager la pression dans son dos. Mais une contraction brutale l'avait forcée à se rasseoir aussitôt, haletante. La douleur montait, chaque fois plus incisive, comme une vague qui revient toujours plus forte. Pourtant, autour d'elle, le monde semblait fonctionner au ralenti, figé dans une indifférence presque cruelle. Une femme âgée, au visage sec et au regard dur, l'observait depuis plusieurs minutes. Elle portait un manteau à motif léopard et un sac à main en cuir craquelé, posé sur ses genoux. À un moment où la salle retombait dans un silence relatif, elle lâcha d'un ton haut et désapprobateur. « De mon temps, les filles avaient de la pudeur. Maintenant, elles font des gosses à tout va, et après ça vient pleurnicher à l'hôpital. » Sa voix portait. Un murmure de rires étouffés traversa la salle. Camille, pétrifiée, baissa les yeux. Ses mains tremblaient sur la poignée de sa valise. Elle n'osa pas répondre. Une autre femme, plus jeune, hocha la tête, les bras croisés. Elles veulent qu'on les plaigne, mais elles s'attirent bien ce qu'elles méritent. Une infirmière passa devant la salle d'attente, les bras chargés de dossiers. Elle jeta un regard rapide à Camille et lança sans ralentir « Si vous commencez à avoir trop mal, faut le dire, hein? Mais bon, on n'est pas un hôtel. » La remarque déclencha un petit rire dans le fond de la pièce. Un homme en jogging, téléphone à la main, souffla « Elle va finir par accoucher là, sur le lino, la pauvrette. » Camille inspira profondément, essayant d'ignorer les larmes qui menaçaient de monter. Elle savait que craquer ne ferait qu'aggraver les choses. Elle s'était promis de rester digne, coûte que coûte. Son téléphone vibra. Elle le sortit discrètement de sa poche. Une contraction la surprit au même moment, la forçant à se pencher en avant. Elle réussit malgré tout à taper quelques mots sur l'écran. « Arrivé. » Toujours rien. Elle envoya le message. Le nom affiché, au-dessus du texte, était simple. Léo. Aussitôt après, elle éteignit le téléphone et le glissa dans sa poche. Elle n'avait pas envie que quiconque aperçoive ce nom. Elle savait ce qu'il représentait, et surtout ce qu'il provoquerait si on le découvrait trop tôt. Une porte s'ouvrit, et une autre infirmière, plus âgée, appela un nom. Ce n'était pas le sien. Elle se leva, fit quelques pas, puis revint s'asseoir, incapable de tenir debout plus longtemps. Une jeune interne en blouse verte s'approcha, le regard distrait. « Vous êtes bien, Madame Morel ?» Camille acquiesça. « Est-ce que vous avez quelqu'un qu'on peut contacter en cas d'urgence ?» La question était posée machinalement, sans chaleur. Camille répondit simplement « Il arrive ». L'interne haussa les épaules. « Bon, tant qu'il y a quelqu'un. » Un nouveau rire se fit entendre, cette fois plus fort, suivi d'un commentaire moqueur. « Il arrive, hein, comme tous les mecs qu'elles inventent pour faire genre elles sont pas toutes seules. » La vieille dame en manteau léopard opina du chef, un rictus mauvais sur le visage. Si c'était vrai, il serait là. Une femme sur le point d'accoucher, toute seule comme une âme en peine. Allons, faut pas nous prendre pour des idiotes. Camille, cette fois, ne put retenir une larme. Elle se tourna légèrement vers le mur, feignant d'observer une affiche sur l'allaitement maternel. Sa main serrait le tissu de son manteau avec force. Elle n'était pas une menteuse. Elle n'était pas abandonnée. Mais dans cette pièce, peuplée de juges silencieux et de ricanements voilés, sa parole ne valait rien. Elle se leva, déterminée, à demander une nouvelle fois à être examinée. Mais à peine debout, une contraction fulgurante la cloua sur place. Elle s'agrippa à la chaise la plus proche, haletante. Une infirmière, témoin de la scène, leva les yeux au ciel. « Si elle fait son show ici, c'est pas moi qui nettoie. » Camille tomba à genoux, les jambes coupées, puis se releva avec peine, la sueur perlant à son front. Personne ne vint l'aider. Personne ne proposa un verre d'eau. Pas un mot. D'encouragement. Elle retourna s'asseoir, plus déterminée encore à ne pas flancher, parce qu'elle savait. Elle savait que l'homme qu'elle aimait, celui qu'elle avait épousé loin des projecteurs, celui dont elle portait l'enfant, n'allait pas tarder. Et lorsqu'il entrerait, chaque rire, chaque commentaire, chaque regard de mépris se figerait dans une stupeur que personne dans cette salle n'était en mesure d'imaginer. Les minutes s'étiraient dans une langueur insupportable. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait dans l'esprit de Camille comme une sentence. La douleur devenait plus présente, plus régulière, mais personne ne semblait s'en soucier. Elle avait cessé de lever les yeux vers le comptoir de l'accueil, comme si se résigner était devenu une forme de protection contre l'humiliation.
Tremblante, elle sortit de nouveau son téléphone de sa poche. Ses doigts hésitèrent un instant sur l'écran verrouillé, puis elle l'activa d'un geste bref. L'écran afficha le fond noir avec un seul nom en haut, encerclé d'un petit cœur rouge. Léo. Elle ouvrit la conversation, qui ne contenait qu'un court échange. Une simple ligne tapée à 7h45 du matin. « Je pars maintenant. Attends-moi là. » Elle ajouta alors, les doigts raides. « Je suis là, il me laisse t'attendre. » Puis, comme si ce simple message l'épuisait, elle appuya longuement sur le bouton latéral et éteignit le téléphone. Camille rangea l'appareil dans la poche intérieure de son manteau, posa les deux mains sur son ventre arrondi et ferma les yeux quelques secondes. Le bébé semblait réagir à son anxiété. Un petit coup discret, une pression sur le côté droit. Elle caressa l'endroit avec douceur. « Il va venir », murmura-t-elle à peine audible. Une silhouette apparut à ses côtés. Claire, la jeune médecin de tout à l'heure, s'accroupit de nouveau, observant Camille avec un mélange d'inquiétude et de frustration. « Je suis désolée que vous deviez attendre aussi longtemps. J'ai signalé votre cas, mais... » Elle hésita, regarda autour d'elle comme pour s'assurer que personne ne l'écoutait. « Le service est surchargé, et certains ici jugent trop vite. » Camille esquissa un sourire discret, fatigué. « Merci d'avoir essayé. » Claire posa une main sur son genou, compatissante. « Vous avez un proche qui peut venir? Quelqu'un à appeler en cas d'urgence ?» La question semblait rituelle, mais son ton était sincère. Camille releva légèrement le menton. « Il est en route. » Claire hocha la tête sans poser d'autres questions. Elle semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais se ravisa et se releva. Avant de s'éloigner, elle glissa tout de même à Camille. « Si les douleurs s'intensifient trop, je suis en salle 8. Demandez-moi. » À peine Claire avait-elle disparu qu'un nouveau commentaire se fit entendre, cette fois plus cynique. Une infirmière brune, appuyée contre le mur près du distributeur de boissons, lançait à sa collègue « Elle est là depuis 1 heure. Si elle était vraiment sur le point d'accoucher, elle serait déjà allongée, non ?» L'autre répondit en haussant les épaules. « T'as vu comment elle tient son ventre? C'est du cinéma. » Puis un troisième murmure, d'un ton moqueur. « Elle attend un prince charmant ou quoi? Il va arriver en carrosse, peut-être ?» Les rires, encore une fois, vinrent ponctuer cette dernière phrase comme une pluie acide. Camille ne réagit pas. Elle se contenta de se redresser, lentement, rassemblant le peu d'énergie qu'il lui restait pour paraître digne. Derrière elle, une femme au téléphone s'exclama « Non mais sérieusement, t'aurais vu sa tête? Genre petite fille sage, mais sûrement qu'elle connaît même pas le prénom du père. » Un jeune homme à casquette, riant dans son coin, ajouta « Elle nous fait le remake d'un téléfilm M6. » Tout dans cette salle était devenu insupportable. Les odeurs de désinfectant, les sons trop aigus du standard téléphonique, la voix robotique annonçant les patients appelés, le crissement des chaussures sur le sol usé. Mais Camille restait immobile, comme figée par la promesse silencieuse qu'elle avait faite à elle-même, tenir bon jusqu'à son arrivée. Personne ne savait que son mari était Léo Morel. Personne ne s'imaginait que derrière son apparente solitude se cachait un homme dont le nom résonnait dans toutes les sphères économiques de France, de la presse financière aux salons internationaux. Fondateur d'une entreprise de technologie médicale devenue leader en à peine 7 ans, Léo était aussi discret qu'efficace. Il évitait les mondanités, refusait les interviews personnelles. Peu savaient qu'il était marié, encore moins à Camille, institutrice à mi-temps dans un quartier populaire de Marseille, et qui fuyait tout autant que lui les flashs. Elle avait insisté pour venir seule. Elle voulait accoucher dans ce même hôpital où sa mère l'avait mise au monde. 28 ans plus tôt, elle croyait encore que la pudeur et la simplicité pouvaient suffire. Mais la salle d'attente lui donnait une leçon cruelle sur la nature humaine. Et pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, un véhicule aux vitres teintées roulait à vive allure vers l'hôpital. À son bord, 4 silhouettes silencieuses, en costume noir, vérifiaient leurs oreillettes. Derrière eux, un homme aux traits tendus pianotait nerveusement sur son téléphone. Son regard était fixe. Il savait qu'il était en retard. Et il savait ce que cela pouvait coûter à la femme qu'il aimait. Une infirmière à la voix forte prononça enfin le nom de Camille. D'abord incrédule, la jeune femme se leva, lentement, le visage crispé. Elle serra contre elle sa valise et avança jusqu'à la porte du service de pré-travail, suivie d'un silence étrange de la salle d'attente.
Les mêmes qui ricanaient quelques instants plus tôt la regardaient, maintenant avec une curiosité teintée d'agacement, comme si le simple fait qu'on la prenne en charge leur semblait déjà une faveur indue. Camille entra dans un couloir étroit aux murs blanchis, usé par le passage incessant de brancards. Une infirmière l'accompagna jusqu'à un box d'examen. « Allongez-vous là », dit-elle sèchement. Camille obéit sans mot dire. La lumière néon au plafond lui agressait les yeux. Elle tenta de se détendre sur le lit inconfortable, mais une contraction violente la fit se courber sur le côté. La respiration courte, elle se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas crier. Une autre infirmière entra, suivie d'un jeune médecin en blouse ouverte, le badge mal accroché de travers. Il ne se présenta pas, ne la regarda même pas. Il consulta la fiche avec nonchalance. « Alors, des contractions depuis ce matin, vous avez eu du liquide? Perte de sang ?» Camille tenta de répondre au milieu des spasmes. « Non, mais elles sont régulières maintenant, très fortes. » Le médecin leva un sourcil, puis s'adressa à l'infirmière. « Prends la tension, mais à mon avis, c'est encore trop tôt. » Il enfila des gants à la hâte et annonça « On va vérifier le col. Si ce n'est pas suffisant, on la remettra en salle d'attente. » Camille ferma les yeux, s'attendant à l'examen avec appréhension. Le geste fut brusque. Elle grimaça sans un mot. « 2 centimètres, conclut-il. Rien d'urgent. » Il se leva déjà prêt à partir. L'infirmière nota l'information dans le dossier. « On la met en observation ?» Le médecin fit un geste vague. « Si elle peut marcher, elle retourne attendre. Sinon, installe-la en salle 6. Mais pas de monitoring maintenant, on a les jumeaux de la salle 3 à surveiller. » Camille sentit une colère sourde monter en elle, mais elle la ravala. Elle n'était pas venue pour se battre. Elle voulait juste accoucher dignement, entourée de soins humains. Était-ce trop demandé? L'infirmière, voyant qu'elle avait du mal à se lever, la fit asseoir dans un fauteuil roulant sans ménagement. « Allez, on va vous poser là en attendant qu'une salle se libère. Mais pas de chichi. S'il faut attendre, vous attendrez, comme tout le monde. » Camille hocha la tête en silence. Les contractions se rapprochaient, et la douleur devenait si intense qu'elle devait s'accrocher aux accoudoirs pour ne pas crier. On l'installa dans une petite pièce froide, sans fenêtre, où d'autres femmes attendaient elles aussi en silence, certaines en travail avancé, d'autres à peine arrivées. Personne ne se parlait. Une atmosphère de tension planait dans la salle, comme une résignation collective. Camille fut placée sur un lit sans oreiller, avec pour seule couverture une serviette rêche. Les minutes passaient. Camille transpirait, grelottait, se recroquevillait à chaque contraction. Elle tenta plusieurs fois d'appeler une infirmière, mais aucune ne revint la voir. Finalement, une aide-soignante passa et leva les yeux au ciel. « On vous a déjà examiné, non ? 2 centimètres, c'est rien. Reposez-vous, vous allez en avoir pour un moment. » Camille tenta de répondre, mais une nouvelle onde de douleur la coupa net. Elle se pencha sur le côté, les dents serrées. Elle sentait que son corps s'accélérait, que ce qu'elle vivait dépassait ce que l'équipe médicale semblait croire. Mais personne ne l'écoutait. Dans le couloir, une voix masculine éclata. « Vous avez une femme enceinte en grande souffrance ici et personne ne réagit ?» Camille n'y prêta pas attention, pensant qu'il s'agissait d'un autre patient. Mais cette voix grave et affirmée résonnait étrangement. Dans sa douleur, une pensée fugace traversa son esprit. Et s'il était déjà arrivé? Non, impossible. Il ne pouvait pas être là si vite. Elle tenta de rouvrir les yeux, mais la sueur coulait jusque dans ses cils. Son ventre se contracta avec une force nouvelle, la foudroyant presque. Au même moment, dans un autre service du bâtiment, une fiche venait d'être déposée sur un bureau. Une infirmière l'ouvrit machinalement, puis fronça les sourcils. « Camille Morel » murmura-t-elle. « Ce nom me dit quelque chose. » Sa collègue s'approcha. « Tu crois que c'est celle de la télé, là ?» Une troisième hocha la tête. « Non, impossible. Celle-là est toute seule. Elle n'a pas de bague et elle traîne une valise comme une sans-abri. » Mais le doute était semé, et à l'entrée de l'hôpital, une silhouette familière venait de franchir les portes, suivie de près par 4 hommes au regard déterminé. Le chariot des dossiers roulait lentement dans le couloir du service maternité, poussé par une infirmière pressée qui ne prêtait attention à rien d'autre qu'au grésillement constant de son talkie-walkie. Elle s'arrêta un instant devant la salle de pause pour chercher un formulaire dans une pile désorganisée. En ouvrant le dossier de la patiente en observation en salle 6, ses yeux tombèrent sur un nom
qu'elle lut à voix haute sans y réfléchir. Camille Morel. Le nom resta en suspension dans l'air, capté par une autre infirmière, qui sirotait un café tiède dans un gobelet en carton. « Attends, tu as dit Camille Morel ?» L'autre hocha la tête. « Oui, pourquoi ?» La première fronça les sourcils, posa son café et s'approcha. « Ce nom me dit quelque chose. » Elle attrapa le dossier et le parcourut des yeux. 28 ans, résidente à Marseille, pas de mention particulière. Mais, attends, elle a noté que son conjoint s'appelle Léo Morel. Le silence s'installa dans la pièce. Une troisième infirmière, qui feuilletait une revue médicale, releva la tête, visiblement intriguée. Léo Morel? Comme le fondateur de Morenix? La première eut un rire incrédule. Non, mais tu rêves. Tu crois qu'une femme mariée à Léo Morel viendrait accoucher seule ici, dans un hôpital public, habillée comme une étudiante fauchée? La troisième haussa les épaules. Franchement, ça serait un coup de génie pour échapper. Au paparazzi. Mais la deuxième infirmière secoua la tête. Non, trop improbable. Et puis regarde son dossier. Pas de mutuelle privée, pas de note VIP, pas même une demande de chambre individuelle. Pourtant, un doute persistant s'infiltrait lentement dans leur esprit. Le nom n'était pas si courant, et la mention « époux Léo Morel » figurait noir sur blanc. Même si cela pouvait être une coïncidence, l'hésitation était semée. La troisième infirmière reprit « Elle a dit quelque chose sur son mari ?»« Apparemment, il est en route. Elle l'attend, » répondit l'autre, relisant la note dans le dossier. Un court silence suivit, puis la première infirmière eut un petit rire nerveux. « Si c'est vraiment lui, on va avoir du spectacle. » Une quatrième collègue entra, soufflant, les bras chargés de draps propres. « Vous avez vu la nana en salle 6 ? Elle a les yeux d'une fille qui a tout vécu sauf le luxe. » Personne ne répondit. Le doute se propageait plus vite qu'un virus. Pendant ce temps, dans la salle d'observation, Camille serrait les dents. Les contractions étaient devenues régulières, toutes les 6 à 8 minutes, de plus en plus puissantes. Elle avait tenté d'appeler une fois encore, mais l'aide-soignante avait répondu qu'aucun médecin n'était disponible pour la réexaminer pour le moment. « Vous n'allez pas accoucher en 5 minutes non plus », avait-elle, lancé en refermant la porte. Camille savait que son col devait avoir progressé. Elle le sentait, mais personne ne prenait le temps de la croire. Elle respirait profondément, les mains sur son ventre, tentant de garder le contact avec son bébé, de ne pas céder à la peur. Elle pensait à lui, à Léo. Elle imaginait ses pas pressés, sa mâchoire contractée, son regard déterminé. Au même moment, dans l'ascenseur principal, un badge de sécurité vibrait. 4 hommes en costume, oreillettes en place, restaient silencieux, alignés derrière un homme au regard fixe. Léo Morel n'avait pas prononcé un mot depuis son arrivée au rez-de-chaussée. Il savait ce que Camille avait voulu en choisissant, ce lieu. Il avait respecté son choix, mais il n'avait pas prévu d'arriver trop tard. Et s'il découvrait qu'on avait ignoré sa douleur, qu'on l'avait humilié, il agirait sans ménagement. À la réception, une agitation inhabituelle se fit sentir. L'agente d'accueil, en voyant les 4 hommes pénétrer dans le hall, eut un geste de recul. Ils ne parlaient pas, ne souriaient pas, mais leur prestance suffisait à figer toute parole. L'un d'eux avança vers elle, d'une voix ferme. « Où est Madame Camille Morel ?» Elle bafouilla, les mains tremblantes. « Elle est... Je dois vérifier. » Un homme en blouse blanche passa près d'eux. L'un des gardes lui barra le chemin. « Médecin en chef ? Où est Camille Morel ?» Le médecin, interloqué, lança « Mais, qui êtes-vous » Avant qu'il n'obtienne une réponse, Léo entra. Lui n'avait rien d'un garde, ni de quelqu'un qu'on aurait pris pour un homme dangereux. Il portait un simple manteau long, en laine, ouvert sur un costume gris clair, mais tout dans sa posture, dans la tension de sa mâchoire, dans la fixité de ses yeux noisettes, imposait le silence. Et c'est à cet instant que, dans le bureau de Claire Garnier, la jeune médecin en formation, le nom dans le dossier qu'elle venait de recevoir lui fit froncer les sourcils. Elle tapota 3 mots sur son clavier, cherchant confirmation. 3 secondes plus tard, la photo de Léo Morel s'afficha. Et Claire, pâle, se leva brusquement. Mon Dieu, c'est elle. Le hall du centre hospitalier universitaire vibrait d'un bourdonnement étrange, comme si l'atmosphère elle-même s'était soudain densifiée. Les patients en file pour l'admission, les visiteurs affairés à retrouver leurs proches,
Le personnel soignant pressé d'un service à l'autre, tout sembla s'arrêter un bref instant lorsque la grande porte vitrée s'ouvrit sur une silhouette inattendue. Une vanne noire, aux vitres teintées, venait de se garer juste devant l'entrée des urgences, déclenchant des murmures parmi les passants. 4 hommes en sortirent sans un mot, habillés sobrement mais avec une rigueur militaire. Costumes sombres ajustés, chaussures brillantes, oreillettes quasi invisibles, démarches mesurées. Ils avançaient comme un seul homme, leur regard fouillant l'espace avec calme et autorité. L'un d'eux franchit le seuil du bâtiment, fit un geste bref, et les autres s'éparpillèrent discrètement. Le leader s'approcha du comptoir, où la réceptionniste, prise de court, laissa tomber son stylo. Il ne haussa pas la voix, mais le ton qu'il employa portait une clarté qui fit taire toute autre conversation dans le périmètre immédiat. « Oui, Madame Camille Morel. » La jeune femme cligna des yeux. Attendez, je dois consulter les... » Mais déjà, une autre agente d'accueil, plus expérimentée, s'approchait en hâte. Elle reconnut dans la posture des hommes, dans leur coordination silencieuse, quelque chose de bien plus grand qu'une simple visite familiale. Elle prit la parole à la place de sa collègue. « Il y a plusieurs patientes dans le service maternité. Pouvez-vous préciser le nom complet ?» L'homme sortit un téléphone de sa poche intérieure, l'écran déjà prêt, et le tendit. Une photo s'affichait. Camille, souriante, assise sur un banc, une main sur son ventre prise quelques semaines plus tôt. Le regard du garde était fixe. « Elle est ici, elle est en travail, et son mari arrive. » Derrière lui, la grande porte automatique s'ouvrit une nouvelle fois. Léo Morel entra. Aucun badge, aucun garde du corps ne fut nécessaire pour que le silence se propage comme une onde de choc. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les plus jeunes membres du personnel reconnaissaient immédiatement ce visage vu dans les conférences TED, sur les couvertures des magazines économiques, dans les annonces gouvernementales. Léo Morel, PDG de Morenix, entreprise de technologie biomédicale, prodige de la tech française, multimillionnaire avant ses 30 ans. Et pourtant ici, il n'avait rien du génie inaccessible. Il avait l'allure d'un homme inquiet, pressé, déterminé. Il passa devant les agents de sécurité de l'hôpital comme s'il n'existait pas. L'un des gardes souffla quelque chose dans son oreillette. Un autre montrait déjà à Léo le chemin vers l'ascenseur du bloc maternité. La réceptionniste pétrifiée murmura « Je crois qu'il s'agit de la patiente en observation, salle 6. » Une infirmière, alertée par le remue-ménage, apparut à l'angle du couloir. C'était Claire Garnier. Elle reconnut Léo immédiatement, bien que sa photo ne rende pas justice à la tension de son regard réel. Elle accourut à sa rencontre. « Monsieur Morel, je suis le docteur Garnier. Je m'occupe de votre épouse. » Il s'arrêta net. « Elle va bien ?» demanda-t-il sans préambule. Claire hocha la tête, mais avec prudence. Elle est en travail, mais elle a attendu longtemps avant d'être examinée. Je suis désolé. Les urgences Cône sont débordées ce matin. Léo passa une main sur son visage. Un garde s'approcha lui tendant un téléphone. Il le repoussa d'un geste. « Je veux la voir maintenant. » Claire fit demi-tour aussitôt. « Suivez-moi. » Léo et ses hommes suivirent le médecin dans un silence solennel. Le long du couloir, les portes s'ouvraient à leur passage. Les membres du personnel se figèrent sur place, réalisant peu à peu ce qui se déroulait. Les visages changeaient. Ceux qui s'étaient moqués quelques heures plus tôt échangèrent des regards inquiets. Certains pâlissaient en se souvenant des remarques faites sur la pauvre fille sans bague. En salle 6, Camille se débattait avec une contraction d'une intensité nouvelle. Elle n'avait plus la force de parler, à peine celle de respirer. Quand la porte s'ouvrit, elle pensa d'abord à une autre aide-soignante. Mais en entendant son nom prononcé avec une douceur tremblante, « Camille !» Elle rouvrit les yeux. Il était là. Léo s'agenouilla aussitôt près du lit, prenant sa main moite entre les siennes. Il posa son front contre le sien, sans dire un mot pendant plusieurs secondes. Juste leur souffle, mêlé, apaisé malgré tout. Camille laissa échapper une larme. « Tu es venu. »« Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'aurais dû être là dès le début. » Autour d'eux, les gardes s'étaient placés en formation discrète, bloquant l'entrée. Claire Garnier donna rapidement ses instructions pour que Camille soit transférée dans une salle de travail prioritaire. Une équipe médicale au complet arriva, soudainement disponible. Mais ce n'était que le début. Léo se releva lentement, le visage fermé.
Il se tourna vers Claire. « Je veux parler au responsable de ce service, immédiatement. » Son ton n'était pas celui d'un époux furieux. C'était celui d'un homme qui, par sa seule volonté, pouvait faire trembler une institution entière. Le couloir du service maternité s'était transformé en une scène silencieuse où chaque regard s'accrochait à la silhouette de Léo Morel. Ceux qui l'avaient reconnu murmuraient à voix basse, incapables de détourner les yeux. D'autres, sans savoir qui il était, sentaient instinctivement qu'un changement s'était opéré dans l'air. Un homme dont la seule présence effaçait les certitudes, dérangeait les habitudes, faisait vaciller l'arrogance banale du quotidien, hospitalier. Léo se tenait droit, le visage fermé, devant la salle où Camille avait été transférée quelques minutes plus tôt. Il l'avait vue, lui avait parlé doucement, l'avait rassuré autant qu'il le pouvait. Mais maintenant, il ne pensait plus à elle comme son épouse ou la future mère de sa fille. Il pensait à elle comme une patiente méprisée, humiliée, négligée, et cela pour lui était inacceptable. Une infirmière tenta de l'aborder pour lui demander de patienter, mais il l'interrompit calmement. « Je souhaite voir le chef de service. Pas dans 1 heure. Maintenant. » Elle balbutia, confuse, puis partit presque en courant. Claire, Garnier resté à ses côtés, observa en silence. Elle comprenait. Elle savait qu'il n'était pas là pour une vengeance personnelle, mais pour pointer quelque chose de plus vaste, de plus injuste. Elle savait aussi que ce moment allait marquer un tournant. Ce n'était plus seulement une histoire de négligence, c'était un symbole. Quelques minutes plus tard, un homme essoufflé descendit les escaliers. Costume froissé, badge accroché de travers, cheveux en bataille. Le docteur Jean-Paul Gauthier, directeur médical du service maternité, s'arrêta net en voyant Léo et ses gardes du corps. Il reconnut le visage immédiatement. Il n'était pas un homme de technologie, mais même lui savait qui était cet homme. « Monsieur Morel, je suis désolé pour l'attente de votre épouse. Le service a été saturé ce matin. » Sa voix trahissait sa nervosité. Léo le fixa longuement. Elle était en travail depuis plusieurs heures. Elle a attendu dans une salle bondée, traitée avec mépris, jugée, ignorée. « Avez-vous une procédure pour cela, docteur ? Un protocole qui autorise le dédain envers une femme enceinte parce qu'elle ne semble pas importante ?» Le directeur ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit immédiatement. Léo poursuivit. « Vous ne saviez pas qui elle était. Et c'est exactement ça le problème. Ce n'est pas parce qu'elle est mariée à moi que vous auriez dû la respecter. C'est parce qu'elle est un être humain. » Autour d'eux, le personnel s'était arrêté. Les chariots de médicaments restaient immobiles, les dossiers, à moitié remplis, suspendus dans les mains tremblantes. L'impact des mots de Léo était total. Il n'y avait ni colère explosive, ni menace. Juste une froideur glaciale, une certitude tranchante. Claire prit une inspiration, puis s'adressa à voix haute au directeur. « Je l'ai vu, moi, dès son arrivée. J'ai essayé de faire accélérer les choses. Mais la réception n'a rien transmis. Les infirmières n'ont pas jugé sa douleur crédible. » Un silence pesant suivit. L'une des infirmières qui avait ricané plus tôt détourna le regard, rouge de honte. Le directeur chercha une issue. « Je comprends. Nous allons ouvrir une enquête interne. Des sanctions seront envisagées. » Léo hocha la tête lentement. « J'espère, parce que ce qui s'est passé ici n'est pas un incident, c'est un symptôme, et je ne laisserai pas ça sans réponse. » Il se tourna vers Claire. « Merci, vous avez été la seule à faire. Preuve d'humanité. » Claire inclina la tête, émue. Léo recula d'un pas et dit aux gardes « Aucun journaliste n'entre ici, pas tant qu'elle n'aura pas accouché. Sécurisez l'entrée. » Les hommes acquiescèrent. Ils n'élevaient jamais la voix, ne brusquaient personne. Mais personne ne doutait qu'il ferait respecter cette consigne avec une efficacité implacable. Dans la salle de travail, Camille, allongée, avait entendu la voix de Léo dans le couloir. Malgré la douleur, elle sourit faiblement. Elle savait. Elle connaissait cette force tranquille qu'il portait en lui, ce calme redoutable qui faisait trembler les actionnaires et plier les politiques. Mais là, il ne parlait pas en patron, il parlait en mari, en père, en homme blessé par l'injustice qu'elle avait subie. Une sage-femme entra doucement et lui prit la main. « Nous allons nous occuper de vous, Madame Morel. Vous n'avez plus à vous inquiéter. » Camille hocha la tête. L'ambiance avait changé. Le ton, les gestes, le regard du personnel. Tout était désormais empreint de respect, de précaution, de dignité.
Et dans les couloirs du service, plus un seul murmure n'osait naître. Léo Morel n'avait pas élevé la voix, mais il avait tout renversé. Le directeur Gauthier n'eut pas besoin de demander une salle pour la réunion improvisée. Léo Morel en choisit une lui-même. Une petite salle de repos au fond du couloir, encore encombrée de gobelets en plastique et de dossiers oubliés. Il entra le premier, suivi par Claire Garnier, 2 de ses gardes et le directeur qui semblait rétrécir à chaque pas. Léo ne s'assit pas. Il se plaça au centre, croisa les bras et regarda tour à tour les infirmières qu'on avait fait venir à sa demande. Parmi elles, 3 femmes reconnaissables, la blonde au comptoir, l'aide-soignante de la salle 6 et celle qui avait ri près du distributeur. Le silence était tendu. Les femmes évitèrent le regard de Léo, mais aussi celui de Claire qui restait droite, les bras croisés. Le directeur tout sauta, cherchant à briser l'embarras. « Nous avons rassemblé les membres du personnel impliqué. Ce matin, j'ai pour que vous puissiez vous exprimer, monsieur Morel. » Léo ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement du tableau blanc contre le mur et y posa une main. « Je ne suis pas ici pour vous humilier, » dit-il d'un ton bas, mais parfaitement audible. « Ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, ou plutôt ce que vous avez refusé de faire, c'est déjà assez grave. » Il se retourna, les yeux fixés sur la femme du comptoir. « Vous vous souvenez de moi ?» Elle secoua la tête, hésitante. Il continua. « Ce matin, vous avez reçu ma femme. 8 mois de grossesse, contractions régulières. Vous l'avez fait attendre. Vous avez ri. Vous avez dit qu'elle pouvait bien accoucher sur sa chaise. » La femme voulut parler, mais il leva légèrement la main. « Non, écoutez-moi. Parce que votre mépris, je l'ai vu dans ses yeux quand je suis arrivé. Elle n'avait même plus la force d'avoir mal. Vous ne saviez pas qui elle était et donc elle ne méritait rien. » Il se tourna vers l'aide-soignante. « Vous l'avez renvoyée à son lit comme si elle simulait. Vous avez laissé une femme sur le point d'accoucher souffrir seule, sans assistance, sans écoute. Vous ne l'avez pas vue. Vous avez vu une étrangère, une inconnue, un dossier de plus. Puis vers la dernière, qui avait ri à plusieurs reprises dans la salle d'attente, vous avez jugé. Vous l'avez sali du regard, des mots, des rires. Vous avez contribué à créer un climat où une femme enceinte se sentait honteuse d'exister. » Un silence pesant tomba. Puis Léo reprit plus calmement. « Ce que je veux, ce n'est pas une sanction. C'est une prise de conscience. Combien d'autres femmes ont été traitées comme ça ici, sans que personne n'intervienne? Combien sont reparties humiliées, apeurées, seules? Ma femme avait la chance d'avoir un mari qui pouvait venir, qui pouvait faire du bruit. Mais les autres... » Le directeur s'éclaircit la voix. « Nous allons revoir nos protocoles d'accueil. Je vais personnellement superviser un audit du service. » Claire intervint. « Ce n'est pas une question de procédure. C'est une question de regard, de respect. » Léo hocha la tête. Camille a choisi cet hôpital pour des raisons personnelles. Elle aurait pu accoucher dans une clinique privée, loin de tout. Elle voulait la simplicité. Elle ne voulait pas de privilèges. Et ce matin, ce que vous lui avez montré, c'est que, sans privilèges, une femme ne vaut rien ici. Il s'approcha de la porte, prêt à sortir. Avant de partir, il ajouta « Elle est en salle de travail. Elle souffre, mais elle est forte, plus forte que vous ne pourrez jamais imaginer. Je ne suis pas ici pour obtenir des excuses. Je veux que vous vous souveniez de ce que vous avez fait et que vous ne recommenciez jamais. » Il sortit, laissant derrière lui un silence figé. Les femmes restèrent là, tête baissée, sans mots. Le directeur suivit, confus, tandis que Claire, les yeux humides, resta un instant de plus. Puis elle se tourna vers les infirmières. « C'est à vous de décider ce que vous ferez de ce moment. Mais moi, je ne veux plus jamais avoir honte de travailler ici. » Dans le couloir, Léo rejoignit la salle de travail. Il ouvrit doucement la porte. Camille était allongée, pâle, mais lucide. Elle tourna la tête vers lui et lui sourit faiblement. « C'est fini ?» murmura-t-elle. Il s'approcha, lui prit la main. « Presque. C'est bientôt notre tour. » Et alors que les préparatifs pour l'accouchement s'intensifiaient autour d'eux, le calme retrouvé entre leurs doigts entrelacés promettait que, quoi qu'il advienne, elle ne serait plus jamais seule. La salle de travail baignait dans une lumière douce, tamisée par les rideaux tirés. Le bruit du monitoring cardiaque, régulier et rassurant, contrastait avec les cris et l'agitation qui régnaient ailleurs dans le service. Ici, autour de Camille, l'ambiance était presque sacrée. 2 sages-femmes s'affairaient en silence, ajustant les équipements,
tandis qu'un obstétricien murmurait à Claire Garnier les dernières vérifications à effectuer. Camille, allongée, les traits tirés, respirait profondément. Entre chaque contraction, elle retrouvait un peu de clarté, juste assez pour observer le regard de Léo posé sur elle avec une intensité qu'elle connaissait bien. Il tenait, sa main dans la sienne, ferme, mais sans jamais serrer trop fort. Il savait. Il l'accompagnait sans un mot superflu, laissant à sa présence le soin de parler pour lui. Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Tu te souviens de notre pacte ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Léo sourit à peine. « Lequel ? Il y en a eu plusieurs. Celui du début, quand on a dit qu'on ne vivrait jamais dans les apparences. Pas de photos dans les magazines, pas de mariage en une de Paris Match. » Il hocha la tête. « Je m'en souviens. On voulait juste être tranquille. » Elle ferma les yeux un instant. « C'est pour ça que je ne voulais pas de clinique, pas de chambre luxueuse. Je voulais revenir ici, dans cet hôpital. » Elle marqua une pause douloureuse, puis ajouta « C'est ici que ma mère m'a mise au monde. » Léo ne répondit pas tout de suite. Il la laissa continuer, sentant que ces mots-là, elle les gardait depuis trop longtemps. « Elle est morte ici. J'avais 12 ans. Complications post-opératoires, mauvaise surveillance. Personne n'a rien vu venir. J'étais dans le couloir, avec ma tante. On m'a dit qu'elle allait bien. Puis plus rien. » Elle ouvrit les yeux, les larmes perlant doucement à leur coin. « Je voulais que notre fille naisse ici pour fermer ce cercle, pour réparer quelque chose, même symboliquement. » Léo se pencha, embrassa son front. « Tu n'avais pas à faire ça seul. Je voulais que ce soit mon choix, qu'on ne dise pas que j'ai tout eu parce que je suis la femme de. Je voulais que ce bébé arrive dans la simplicité, dans la vérité. » Un flash de leur vie défila dans l'esprit de Léo. Leur rencontre discrète lors d'une conférence sur l'éducation, alors qu'il présentait un logiciel pédagogique dans une école de Marseille. Camille, jeune institutrice passionnée, avait posé une question sur l'accessibilité numérique pour les enfants défavorisés. Il s'était souvenu d'elle pendant des semaines. Puis, il était revenu, seul, pour la revoir. Leur amour était né loin du bruit, nourri de conversations longues et de silences habités. Elle avait toujours refusé de se montrer. Pas par honte, par pudeur. Elle n'avait jamais voulu être réduite à un statut. Et aujourd'hui, cette pudeur l'avait exposée au pire. « Il ne te méritait pas, murmura-t-il, mais je suis fier de toi, tu as tenu. » Une contraction plus forte interrompit leur échange. Camille crispa sa main dans la sienne, la respiration saccadée. Une sage-femme s'approcha. « Le col est à 8 centimètres. On y est presque, Madame Morel. Vous êtes très courageuse. » Camille hocha faiblement la tête. Une larme roula sur sa joue. Léo la recueillit du bout des doigts. Claire entra à nouveau, le regard calme. « Tout se passe bien. Vous êtes entourés maintenant. On ne vous laissera plus. » Camille sourit légèrement. « Merci d'avoir été là dès le début. Vous étiez la seule. » Claire inclina la tête, touchée. Elle savait ce que cela signifiait. Cette phrase effaçait toutes les maladresses du système. Elle promettait un début de réparation. Puis, dans le calme relatif de la pièce, le passé de Camille continua de se tisser entre les contractions. Elle raconta entre deux souffles des fragments de sa mère. Son rire franc, ses bras qui savaient tout apaiser, ses cheveux longs qu'elle brossait chaque soir. Elle n'a jamais eu peur de rien. Elle m'a tout donné. Et elle est morte parce qu'on ne l'a pas écoutée. Comme moi ce matin. Léo baissa les yeux, la gorge serrée. Je ne veux pas que notre fille grandisse dans un monde où les femmes doivent hurler pour qu'on les croie. Il releva les yeux vers elle, déterminé. Alors, on changera. Ce monde. Pour elle. Pour toi. La porte se referma derrière Claire. Le calme revint. Camille reprenait ses forces pour la dernière ligne droite. Et dehors, dans les couloirs, les rumeurs avaient laissé place au silence. Tous savaient que derrière cette porte, ce n'était pas seulement une enfant qui allait naître, c'était un avenir qu'on s'apprêtait à faire respirer. Les passements incestes, minutes suivantes, furent suspendues dans une tension à la fois palpable et solennelle. Les sages-femmes passaient d'un instrument à l'autre, le regard alerte, les gestes rodés par des centaines d'accouchements. Pourtant, chacune savait qu'ici, maintenant, quelque chose était différent. Pas à cause du nom, pas à cause de la fortune, mais à cause du chemin. Camille, haletante, les tempes perlées de sueur, s'accrochait à la main de Léo comme à une ancre.
Il ne parlait presque pas, mais il était là, complètement là, absorbant la douleur, le poids, la tension. À chaque poussée, son regard ne la quittait pas. Il la soutenait, l'élevait. « C'est bien, Camille. Continuez comme ça, » dit la sage-femme, le ton ferme mais encourageant. Camille serra les dents. Une vague de douleur monta, l'écrasa, mais elle tint bon. Elle poussa de toutes ses forces dans un cri retenu qui lui déchira la gorge. Léo lui murmura « Tu es incroyable. Tu y es presque. » Le rythme cardiaque du bébé résonnait dans la pièce, aigu, vivant. Le médecin donna un dernier signe de tête. « C'est maintenant. » Une grande poussée. Camille prit une inspiration, puis poussa avec une puissance désespérée. Dans un instant à la fois bref et infini, un cri perça l'air, un cri neuf, pur, une note unique, fragile, mais pleine de force. Le bébé était né. La sage-femme le saisit avec douceur, le posa sur le ventre de Camille, qui éclata en sanglots silencieux. Léo, immobile, les yeux embués, fixait leur fille. Il ne disait rien. Il n'avait plus besoin de mots. Une infirmière coupa le cordon. Une autre recouvrit le nourrisson d'un linge chaud. Les mains de Camille tremblaient lorsqu'elle effleura la peau de sa fille. Elle murmura « Bonjour, mon amour ». Le silence dans la salle n'était pas celui de la tension, mais de l'émerveillement. Personne ne parlait, mais tout le monde ressentait la même chose. Une naissance comme celle-là transcendait le quotidien. C'était un moment de grâce. Une jeune infirmière, restée en retrait, murmura à voix basse à son collègue « Elle a tout enduré, et elle a accouché avec une force. » Elle n'acheva pas sa phrase. Le respect qu'elle exprimait ne demandait pas d'explication. Quand Léo prit sa fille dans ses bras pour la première fois, quelque chose en lui se brisa et se reforma à la fois. Le monde extérieur, ses entreprises, ses responsabilités, tout cela s'éloignait à cet instant précis. Il n'y avait plus que ce minuscule être, blotti contre son torse, et Camille, allongée, épuisée mais rayonnante. La porte s'ouvrit lentement. Claire Garnier entra, un léger sourire aux lèvres. Elle regarda Léo, puis Camille. Elle, « C'est un magnifique !» Camille hocha la tête, encore trop bouleversée pour répondre. À l'extérieur de la salle, le couloir s'était vidé. Les va-et-vient du personnel étaient plus silencieux qu'à l'accoutumée. L'histoire s'était déjà répandue. Plus personne ne plaisantait. Même ceux qui n'avaient rien dit plus tôt gardèrent la tête basse. Le nom de Camille Morel, si anodin quelques heures auparavant, était désormais entouré d'un halo, de respect difficile à décrire. Une réputation née non pas de la célébrité mais du courage. Dans la salle de repos des infirmières, 2 femmes relisaient les notes du matin. L'une murmura « On s'est trompé ». Toutes. L'autre répondit « On l'a regardée comme une inconnue, pas comme une femme ». Personne ne savait encore ce que ce moment déclencherait, mais tous comprenaient que rien ne serait plus tout à fait comme avant. Pendant ce temps, dans la chambre d'accouchement, Léo tenait toujours sa fille contre. Lui, il regarda Camille, puis lui demanda à voix basse « Tu as pensé à un nom ?» Elle ferma les yeux un instant, puis souffla « Eléa, comme ma mère me l'avait soufflé dans un rêve. » Léo hocha la tête. « Eléa Morel, ça sonne comme une promesse. » Et dans cette promesse, une vérité s'était révélée. Dans les murs de ce vieux hôpital où l'arrogance avait brièvement dominé, une femme avait fait naître plus qu'un enfant. Elle avait fait naître une nouvelle façon de regarder. L'autre, la nouvelle avait traversé les murs de l'hôpital plus vite qu'aucune ambulance ne l'aurait pu. Dans les heures suivant la naissance d'Eléa Morel, des rumeurs s'étaient glissées dans les moindres recoins du bâtiment. Une équipe de sécurité privée avait été envoyée pour protéger une patiente VIP. Un homme en costume, reconnu comme Léo Morel, avait demandé une audience au directeur. Une salle entière avait été réquisitionnée. Et surtout, une patiente anonyme, ignorée et raillée, était devenue le centre d'une effervescence que personne n'aurait pu prévoir. À l'extérieur, malgré les consignes de discrétion, les images avaient déjà fuité. Une vidéo de Léo traversant le hall des urgences entouré de 4 gardes du corps, gravement silencieux, avait été capturée par un visiteur et postée sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, les vues avaient dépassé les 100 000. Puis un article de blog spécialisé dans les actualités des célébrités confirma « L'épouse discrète de Léo Morel aurait accouché aujourd'hui à Marseille, dans un hôpital public. » La suite fut inévitable. À 15 heures, une dizaine de journalistes,
s'étaient amassés devant l'entrée principale. Caméra levée, micro tendu, smartphone prêt. Les questions fusaient dans le vide. Est-ce vrai que Camille Morel a accouché ici? Pourquoi un milliardaire choisit-il un hôpital public? Est-ce une dénonciation du système de santé? Personne n'avait de réponse. Le personnel tétanisé refusait de commenter. Dans une salle de réunion du service maternité, Léo, informé de l'agitation, prit une décision inattendue. Il fixa son regard sur le directeur Gauthier, qui transpirait à grosses gouttes. « Je vais sortir et je vais parler. » Le directeur secoua la tête. « Je vous en prie, ce n'est pas nécessaire. Cela va attirer. » Léo le coupa. « Il est temps que ça attire. » Quelques minutes plus tard, la double porte de l'hôpital s'ouvrit. Les journalistes se précipitèrent. Les flashs crépitèrent aussitôt, aveuglants. Léo s'arrêta au sommet des marches, vêtu d'un simple manteau, les traits fatigués mais fermes. Il leva la main, demandant le silence. Un micro fut tendu. Il n'en saisit aucun. Il parla simplement, sans script, sans note. « Aujourd'hui, à 1h du matin, j'ai accompagné ma femme à l'hôpital. Elle était seule, enceinte de notre fille, en plein travail. Elle avait été traitée comme une inconnue. Pire, comme une gêne. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Les caméras se stabilisèrent. Léo continua posément. Elle n'a pas été ignorée parce qu'elle n'était pas importante. Elle a été ignorée parce qu'ici, dans ce système, il faut parfois souffrir pour mériter l'attention. Parce qu'on croit que la douleur est exagérée, que la solitude est suspecte, que l'apparence dicte la dignité. Il s'arrêta, un instant la gorge serrée, puis reprit plus lentement. Ma femme est forte. Elle a tenu. Elle a accouché dans ce lieu qu'elle a choisi, non pas pour la gloire, mais pour la mémoire, parce qu'elle voulait rendre hommage à sa mère, parce qu'elle croyait que cet endroit pouvait encore être humain. Un silence respectueux s'installa. Même les plus cyniques des journalistes sentaient que l'instant dépassait le cadre habituel du sensationnalisme. Je ne suis pas ici pour faire un scandale, mais pour dire ceci, ni l'argent ni la notoriété n'achètent le respect. Ce qui le donne, c'est la conscience. Et la conscience, aujourd'hui, nous en manquons terriblement. Il regarda les caméras, droit dans l'objectif. Ce que Camille a vécu, des milliers d'autres femmes le vivent chaque année. Trop jeunes, trop pauvres, trop seules, trop autres. Ça suffit. Puis, sans attendre de questions, il tourna les talons et rentra dans l'hôpital. L'impact fut immédiat. Dans les minutes qui suivirent, les extraits de son discours furent partagés sur toutes les plateformes. Des chaînes d'information coupèrent leur programmation pour diffuser les images. Les commentaires se multiplièrent. On saluait le courage. On exprimait la honte. On dénonçait l'inaction. Certains, bien sûr, criaient à la mise en scène. Mais la majorité voyait en Léo et Camille l'incarnation d'un mal plus profond, désormais mis en lumière. À l'intérieur de l'hôpital, le personnel était en effervescence. Une réunion de crise fut convoquée. Des visages connus du service obstétrique étaient convoqués pour s'expliquer. La direction annonça la mise en place immédiate d'une cellule d'écoute pour les patientes. Un audit externe serait commandé. Les premières mesures venaient de tomber. Dans sa chambre, Camille tenait sa fille contre elle. Léo revint peu après, encore silencieux. Elle releva les yeux. « Tu as parlé ?» Il hocha la tête. « Il fallait. » Elle sourit faiblement. « Merci. » Et dans le couloir, où quelques heures plus tôt régnait le mépris, le silence s'était installé. Pas un mot, pas un rire, juste le bruit lointain d'un avenir en train de se réécrire. Les jours qui suivirent furent marqués par une onde de choc qui ne cessa de s'amplifier. Ce qui avait commencé comme un accouchement ordinaire dans un hôpital public de Marseille s'était mué en un symbole national. Les images de Léo Morel, debout devant les caméras, dénonçant les failles du système, avaient été diffusées et rediffusées dans toute la France. Mais au-delà de la tempête médiatique, les répercussions les plus significatives se faisaient sentir là où elles étaient attendues depuis longtemps, dans les coulisses du pouvoir, dans les administrations, de santé dans les esprits. Le ministre de la Santé, sommé de réagir, convoqua une conférence de presse exceptionnelle. Il reconnut publiquement la nécessité d'un audit national sur le traitement des patientes en maternité publique et annonça la création immédiate d'un observatoire dédié aux violences obstétricales. Les médias saluèrent cette prise de conscience, même tardive.
Plusieurs hôpitaux annoncèrent à leur tour des révisions de protocole. Des voix, jusque-là restées dans l'ombre, commencèrent à s'élever. Mais c'est à l'hôpital de la Timone que les conséquences furent les plus immédiates. Le directeur Gauthier fut suspendu temporairement pendant l'enquête. 3 membres du personnel furent mis en retraite administratif. Parmi eux, les infirmières directement impliquées dans les propos déplacés à l'encontre de Camille. Un rapport préliminaire fit état d'une culture du mépris latent, d'une surcharge chronique, mais aussi d'un laxisme managérial en matière de respect des patientes. La jeune médecin Claire Garnier fut entendue dans le cadre de l'enquête interne. Son témoignage clair, sincère et sans complaisance fut largement salué. Elle fut invitée à rejoindre un comité de refonte des pratiques de soins dans le service avec voix décisionnaire. Une reconnaissance tardive, mais méritée. Camille, de son côté, refusa toute sollicitation médiatique. Elle reçut pourtant des centaines de messages, des lettres manuscrites, des courriels, des photos de femmes ayant accouché dans des circonstances similaires. Toutes exprimaient admiration, solidarité, reconnaissance. Certaines venaient de mères seules, d'autres de professionnels de santé épuisés par un système à bout de souffle. Camille les lisait par fragments lorsqu'Eléa dormait. Dans leur maison des hauteurs de Cassis, à l'abri des regards, Camille et Léo vivaient leurs premiers jours de parents dans une bulle calme, sans artifice. Pas de nurse, pas de service. Juste eux. Une famille, dans la simplicité qu'ils avaient à toujours recherché. Le téléphone de Léo restait en mode silencieux la plupart du temps. Les affaires pouvaient attendre. Il ne voulait rien rater. Pas une tétée, pas un bâillement, pas un sourire. Un soir, alors qu'il préparait un biberon, Camille lui dit doucement « Tu sais, je ne veux pas qu'on continue à parler de moi comme d'un exemple. » Il se retourna. « Pourquoi ? Parce que je ne suis pas la seule. Je ne suis pas unique. Je suis juste visible. Ce sont toutes les autres qui m'importent maintenant. » Léo s'approcha, posa le biberon sur la table. « Et que veux-tu faire ?» Elle répondit, les yeux dans les siens, « Les aider, leur rendre leur voix. » Quelques jours plus tard, ils annoncèrent, dans un communiqué bref et sobre, la création de la Fondation Eléa, un organisme indépendant financé par leur fortune personnelle. Objectif : financer des unités de maternité humanisées dans les hôpitaux publics, former le personnel à l'écoute active des patientes, offrir une ligne d'assistance juridique pour les victimes de négligence médicale et mettre en place un fonds d'urgence pour les femmes enceintes en situation de grande précarité. Les réactions furent immédiates. De nombreuses personnalités publiques touchées par l'histoire proposèrent leur soutien. Des médecins, des sages-femmes, des psychologues rejoignirent le projet. En moins d'une semaine, la Fondation reçut des centaines de propositions de collaboration. Des maternités commencèrent à contacter Camille directement pour bénéficier de son aide. Elle répondit à chacune, lentement, sans précipitation. Mais elle restait éloignée des caméras. Elle ne voulait pas devenir une icône. Elle voulait agir en profondeur, là où les regards ne vont jamais. « Ce n'est pas mon image qui changera le monde, » disait-elle. « C'est ce qu'on construit en silence. » Une matinée, en regardant Eléa dormir dans son berceau, elle murmura à Léo. « Tu sais, tout ce qu'ils ont dit sur moi ce jour-là, ça m'a détruite. Mais ça m'a aussi libérée. » Il l'embrassa sur le front. « Ils t'ont sous-estimé. Et maintenant, ils vont voir ce que ça coûte. » Ainsi, derrière les murs blancs de l'hôpital, un choc avait eu lieu. Mais à l'extérieur, dans la réalité plus vaste, une prise de conscience commençait. Camille n'avait pas seulement accouché d'un enfant. Elle avait accouché d'un mouvement. Un an s'était écoulé depuis cette matinée grise, où Camille était entrée seule à l'hôpital, la valise fatiguée à la main et le ventre tendu par 8 mois de promesses silencieuses. Depuis, les saisons avaient passé. Eléa marchait, déjà à petits pas incertains, sa chevelure claire vibrant au moindre éclat de lumière. La maison de Cassis s'était emplie d'une paix nouvelle. Mais cette tranquillité n'avait jamais été synonyme d'oubli. Dès les premiers mois, la Fondation Eléa avait commencé son travail dans l'ombre. Ce n'était pas un projet de façade, ni un simple geste symbolique. Camille s'y était investie avec une rigueur presque austère. Elle avait visité des dizaines de maternités, souvent anonymement. Elle s'était assise dans les salles d'attente, avait parlé avec les femmes enceintes, écouté les infirmières épuisées,
dialoguer avec les directions parfois réticentes. Léo, fidèle à sa promesse, avait mis à disposition une équipe entière d'ingénieurs pour repenser les outils numériques des hôpitaux partenaires. Grâce à des dons anonymes, plusieurs blocs de maternité avaient été rénovés, des salles de repos pour les patientes avaient été créées, des protocoles d'écoute obligatoires avant chaque intervention médicale étaient testés dans des établissements pilotes. Et surtout, un numéro vert d'urgence pour femmes en détresse psychologique avait été instauré, disponible jour et nuit, dans plusieurs langues. Mais ce n'est qu'un an jour pour jour après la naissance d'Eléa que le geste le plus marquant eut lieu. Camille, vêtue simplement d'une robe bleu nuit et d'un manteau beige, retourna à la Timone. Elle refusa toute escorte. Pas de journaliste, pas de caméra. Seuls Léo, Claire Garnier et quelques membres de la fondation l'accompagnaient. Le directeur actuel, nommé après l'enquête, les accueillit à l'entrée, visiblement émus. Ils traversèrent les couloirs fraîchement repeints, mais toujours empreints du passé. Certaines infirmières, désormais formées dans le cadre du programme de la fondation, reconnurent Camille sans oser l'approcher. D'autres l'observèrent de loin avec respect. Elle monta au 2e étage, celui des salles de naissance. Et là, dans le couloir central, près de la salle 6, elle s'arrêta. Une petite plaque discrète venait d'être fixée au mur. Sur le métal gravé, on pouvait lire « Ici est née plus qu'une enfant. Ici est née une prise de conscience. » Camille posa une main sur la plaque. Elle ferma les yeux un instant. Le silence autour d'elle était total. Puis elle se tourna vers Claire et lui tendit une petite enveloppe. « Ce sont les clés de la nouvelle salle de repos pour les patientes isolées. Vous en serez la responsable. » Claire, les larmes aux yeux, les prit avec une révérence qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Le directeur ajouta « Nous avons aussi décidé, avec votre accord, de renommer cette aile. Elle portera désormais le nom de Camille Morel. » Camille hésita. « Ce n'est pas pour moi. Donnez-lui un nom qui inspire toutes les femmes, pas seulement un nom, une promesse. » Léo sourit. « Appelons-la simplement Aïl Eléa. » Et ainsi fut fait. Dans les mois suivants, l'Aïl Eléa devint un exemple. Des hôpitaux de toute la France commencèrent à s'inspirer de ces principes. Accueil sans jugement, traitement prioritaire pour les femmes seules, programme de soutien psychologique dès le 1er trimestre de grossesse. La fondation reçut des prix, mais Camille refusa toujours de monter sur scène. Elle laissait les femmes qu'elle avait aidées raconter leurs histoires à sa place. Un jour, une jeune patiente écrivit une lettre qu'elle adressa à la fondation. Elle disait « Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais je sais que, grâce à vous, personne ne m'a ri au nez quand j'ai dit que j'avais peur. Je sais que dans cette salle, j'ai retrouvé ma dignité. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez changé ma vie. » Camille lut la lettre émue. Elle la rangea dans une boîte en bois, avec d'autres témoignages. Elle ne les exposait pas. Elle les gardait près d'elle, comme des fragments précieux d'un combat silencieux mais profond. Et pendant ce temps, dans leur maison, Eléa grandissait. Léo lui racontait parfois d'une voix douce l'histoire de sa naissance. Il lui parlait de sa mère comme d'une force tranquille. Il lui disait que les héros ne portaient pas toujours des capes. Parfois, ils portaient des valises abîmées et marchaient seuls dans des couloirs hostiles, le dos droit. Le soir de son premier anniversaire, Camille la berça doucement, assise sur un fauteuil près de la fenêtre. Le ciel était clair, les étoiles nombreuses. Elle murmura à sa fille « Tu ne te souviendras pas de ce jour. Mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que ce jour-là, tu m'as donné une voix. » Et c'est ainsi que, dans un coin discret de Marseille, une femme autrefois méprisée avait planté les graines d'un changement, non pas par colère, mais par amour.